Alors, bonjour tout le monde. On va commencer peut-être en vous demandant à ceux qui sont en train de se joindre à nous et qui n'auraient pas vu le message, merci de vous renommer avec nom, prénom dans les options que vous avez au bas de votre écran dans le Zoom. C'est très aidant pour nous au niveau de l'animation, mais aussi au niveau de l'accréditation. Si on n'a pas vos noms complets, on ne peut pas fournir de liste de présence avec vos noms afin que vous puissiez obtenir des crédits de formation continue. Donc, bienvenue à tous. On va commencer doucement parce qu'il est déjà midi une et on a un programme quand même assez chargé. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé conjointement par la Communauté de pratique médicale en dépendance et l'ESCODI du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Je tiens à remercier Dr. Chadi, Nicolas Chadi, qui est avec nous aujourd'hui et qui a des journées très, très, très occupées, mais a trouvé une façon d'être avec nous pendant 1 heure et demie ce midi. On est très chanceux. Il devait y avoir Dr. Camille Fournier, sa collègue, qui devait présenter avec lui aujourd'hui, mais malheureusement, Dr. Fournier est de garde et elle ne pourra se libérer. Mais j'ai aucun doute là, que Dr. Chadi pourra très bien assumer toute la présentation et qui connaît très bien le contenu de cette présentation. Merci beaucoup aussi à Dr. Marie-Ève Goyer qui est avec nous comme modératrice du webinaire aujourd'hui. Merci à tout le monde. Bienvenue à notre première activité de l'automne, une activité qui a, ma foi, créé beaucoup d'enthousiasme. On a eu plus de 300 inscriptions aujourd'hui. Simplement pour vous dire que tout ce qui est présenté aujourd'hui sera enregistré, sera disponible un petit peu plus tard sur les sites de l'ESCODI et de la communauté de pratique. Donc, vous-même ou vos collègues pourront y référer par la suite. Donc, en ce moment, comme le webinaire est accrédité, vous avez les conflits d'intérêts ou les absences de tels conflits qui sont affichés. Encore une fois, n'oubliez pas de vous renommer. Souvent, il y a des petits numéros et drôles de noms qui ne nous permettent pas de vous identifier pour l'accréditation et pour les animations. Vos micros resteront fermés pendant la période de présentation et par la suite, nous allons vous permettre à peu près pendant une période de 20-25 minutes d'échanger avec Dr. Chadi en ouvrant vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. Pendant la présentation, par contre, on va vous demander de simplement mettre vos questions dans le chat et Dr. Goyer va se faire un plaisir de gérer la période de questions pendant et après la présentation. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Dr. Goyer, qui est très connu, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Dr. Goyer est professeur agrégé de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Elle pratique la médecine à l'hôpital Pierre-Boucher et elle est chef adjointe des programmes spécifiques au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle est également responsable scientifique de la formation sur le TUO de l'INSPQ et elle est médecin conseil à la direction dépendance itinérance du ministère. Elle est également directrice scientifique de l'ESCODI et du comité scientifique de la communauté de pratique médicale en dépendance. Marie-Ève, je te cède la parole. Oui, merci beaucoup, Cathy. Merci tout le monde d'être là en si grand nombre. C'est chouette de vous voir aujourd'hui pour ce webinaire qui est, ma foi, comme le disait Cathy, a suscité beaucoup les passions sur ados et substances psychoactives. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre présentateur et je dis merci aussi à Dr. Camille Fournier qui malheureusement ne pourra pas se joindre mais qui a contribué à la présentation que vous allez voir. Donc, Dr. Nicolas Chadi est pédiatre et clinicien-chercheur spécialisé en toxicomanie et en médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine. Il est actuellement professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal et chercheur boursier clinicien junior 1 avec le Fonds de recherche du Québec Santé. En 2019, il est devenu le premier pédiatre en Amérique du Nord à compléter une formation spécifique en toxicomanie pédiatrique au Boston Children's Hospital. En tant que directeur de la clinique de toxicomanie et co-directeur et cofondateur de la clinique de diversité de genre du CHU Sainte-Justine, ses activités cliniques se concentrent principalement sur la prévention et le traitement des problèmes de santé mentale, incluant les troubles de la conduite alimentaire et les troubles liés à l'usage de substances psychoactives à l'adolescence, ainsi que sur les soins des jeunes transgenres et non-binaires. Dr. Chadi est l'auteur de plus de 100 publications revues par les pairs, incluant plusieurs lignes directrices sur le tabagisme et le vapotage pour la Société canadienne de pédiatrie et la Society for Adolescent Health and Medicine. Défenseur des droits et des intérêts des enfants et des adolescents, il apparaît souvent dans les médias régionaux et nationaux.
Nous en profitons pour le remercier chaleureusement d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, à vous, docteur Chadi. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Cathy, Marie-Ève, pour l'introduction. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, puis de voir qu'on est en fait en si grand nombre. Ça a été mentionné, mais je le redis, ma collègue Dr Fournier s'excuse vraiment de ne pas être capable d'être ici. Nous sommes une toute petite équipe en médecine de l'adolescence et toxicomanie à Sainte-Justine, et on s'alterne les gardes aux 2-3 semaines. Donc, malheureusement, la réalité de notre travail fait en sorte qu'on n'était pas capable de nous libérer tous les deux pour la rencontre d'aujourd'hui, mais Dr Fournier et moi avons vraiment préparé cette présentation-là ensemble. Et puis, nous sommes les deux médecins qui travaillons là, au sein de la clinique de toxicomanie du CHU Sainte-Justine. Donc voilà, en espérant que la rencontre d'aujourd'hui va répondre à des questions. On nous avait donné une très longue liste de questions, de thèmes d'intérêt. Et puis vraiment, ce que je vais essayer de faire dans la prochaine heure et demie, c'est de couvrir très large, en vraiment là, allant quand même dans un continuum de notions. Il y a des notions qui vont paraître peut-être plus de base, d'autres peut-être plus avancées. J'espère qu'il va y avoir des choses qui vont vous servir à quelque chose là, en bout de ligne. Alors, sans plus tarder, allons-y. Et nos objectifs pour la rencontre sont, et de un, parler d'épidémiologie et des grandes tendances de consommation de substances chez les ados au Québec. On va énumérer des éléments clés pour l'approche thérapeutique avec les jeunes qui consomment des substances psychoactives, parler un peu des services provinciaux disponibles et enfin, discuter des nouveautés sur les traitements spécifiques par substance psychoactive chez les ados. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, Dr Fournier non plus n'a aucun conflit d'intérêt. Alors, pour se mettre dans le bain, je vous propose une vignette clinique. Alissa, 16 ans, elle aime la musique pop, elle passe beaucoup de temps sur TikTok et Instagram, une ado, quoi, en 2023. Elle se présente à l'urgence avec sa mère qui est très, très, très inquiète, ça va pas du tout. La mère vous dit, ma fille est en train de couler son année, toujours enfermée dans sa chambre. En rencontrant Alissa, vous apprenez qu'elle utilise une vapoteuse de marque Stealth avec des capsules qui sont à haute teneur en nicotine. Elle dit aussi qu'elle va pas du cannabis plusieurs fois par jour, puis elle a commencé à prendre des Xanax pour l'aider à oublier ses problèmes. Bon, on voit le tableau un petit peu. Quelles pourraient être vos questions pour Alissa? Qu'est-ce que vous pourriez dire à la mère d'Alissa, sachant qu'elle a 16 ans? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour venir en aide à Alissa puis à sa famille? Mais espérons que la présentation d'aujourd'hui va nous donner des pistes. Donc, parlons de grandes tendances. Mais avant ça, je ne peux pas m'empêcher, comme médecin de l'adolescence, de présenter quelques photos de cerveau et de parler de développement de l'être humain là, au début de la présentation. On sait depuis très longtemps que le cerveau d'un être humain arrête de devenir plus gros, plus pesant autour de l'âge de 10-12 ans. Mais on sait aussi que ce n'est pas du tout la fin de l'histoire du développement du cerveau. Donc, à la naissance, on naît avec des neurones. À la petite enfance, il y a une explosion de neurones qui se développent. Puis en fait, à l'adolescence, ce qui se passe, c'est que le cerveau choisit les neurones, les connexions entre les différents neurones qui vont être utiles et aidantes pour le reste de la vie. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que depuis une vingtaine, trentaine d'années, grâce à de l'imagerie avancée, comme l'imagerie par résonance magnétique, on sait exactement quelles sont les ondes du cerveau des ados, des jeunes adultes qui continuent à évoluer jusqu'à la mi-vingtaine. Puis on les voit ici là, vers la droite de ma diapo, en vert jaune, les ondes un peu plus profondes là, au niveau du centre du cerveau, au niveau de l'avant du cerveau, qui sont des ondes qui nous aident à faire des fonctions avancées, des fonctions complexes, à penser, à planifier et aussi à peser les pour et les contre de décision et un petit peu faire la part des choses lorsque des choses peuvent nous amener beaucoup de plaisir, mais peuvent aussi être risquées. Vous me voyez venir. Chez les ados, on peut donc parler d'un certain déficit rationnel qui est biologique, en fait. Tous les ados ont ce déficit-là parce qu'il y a des zones du cerveau qui se développent plus tôt que d'autres et on sait qu'une de ces zones-là qui est très bien développée chez les ados, c'est le noyau accumbens, le centre du plaisir et de la récompense, le centre où se libère la dopamine dans notre cerveau qui nous permet d'avoir vraiment les effets des substances, mais le cerveau préfrontal, les fonctions plus avancées sont encore en développement. Tout ce qui est la pensée plus abstraite, se projeter dans le futur, c'est pas encore tout à fait développé chez les ados, ce qui amène souvent les ados à faire des choses risquées, comme la consommation. Bon. Qu'est-ce qui arrive si on commence à consommer très tôt dans la vie? Il y a des études qui datent pas d'hier qui ont montré quand on regarde des grandes populations, si on a pris notre première consommation d'alcool, notre première consommation de cannabis autour de 13 ou 14 ans, notre risque au cours de la vie d'avoir un problème lié à l'usage de substances est 4 à 5 fois plus grand que si notre première consommation est plutôt autour de l'âge de 20-21 ans.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous les ados qui commencent très jeunes à consommer vont avoir un trouble lié à l'usage de substances au cours de leur vie? Non, mais ça veut dire que si, statistiquement parlant, on a une jeune personne avec nous qui a commencé tôt à consommer, il y a quand même de fortes chances que la situation évolue de façon plus délétère pour cette personne-là. C'est pas une causalité directe, mais c'est un ensemble de facteurs de risque qui fait en sorte que le fait de commencer à consommer tôt, bien, ça nous amène sur des trajectoires potentiellement plus risquées. Je partage une autre photo de cerveau. Ici, on a une coupe latérale, puis c'est exactement ce dont je vous parlais. Le point rouge au centre là, d'où partent les autres lignes, en fait, c'est le noyau accumbens, notre centre du plaisir. Chez les ados, ce centre-là fonctionne, mais les connexions vers les autres endroits du cerveau, les circuits qui vont nous permettre de faire la part des choses lorsqu'on est stimulé par des substances comme l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, nicotine, etc., qui vont tous se retrouver là grâce à des neurones vers ce centre, cette intersection-là, peut devenir sensibilisé et fragilisé, je dirais même. Donc, des ados qui commencent à consommer tôt, on le voit avec les statistiques, ont plus de chances de développer des troubles, mais on le sait aussi avec l'étude en fait là, de la physiologie du développement humain, que le cerveau va aussi être impacté dans la façon qu'il se développe, de la façon que les connexions du cerveau sont choisies, puis de la façon qu'on devient finalement un adulte. Donc, évidemment, si on commence à consommer à une période de notre vie où on est encore en construction, on est plus vulnérable. Vous voyez la métaphore ici, on a une maison où il y a la charpente, mais il n'y a pas encore le toit. Bien, évidemment, s'il y a l'effet de beaucoup de substances, bien, on est plus vulnérable à développer des dépendances et des problèmes par rapport à notre santé physique, santé mentale plus tard dans la vie. Autrement dit, quand on parle de ce qu'on peut faire concrètement pour aider les ados, les enfants, même avec tout ce qui touche à la consommation, plus tôt on va agir ou plus tard on va réussir à repousser le début de la consommation, plus on a de chances d'amener nos ados vers des trajectoires plus positives. Donc, quand on voit qu'il y a une utilisation de substances qui commence au niveau de l'enfance ou de l'adolescence, mais on veut essayer de changer cette courbe-là qui pourrait nous amener vers la courbe bleue, une sévérité d'utilisation s'il n'y a pas d'intervention, s'il n'y a pas de diminution, versus l'intervention précoce qui nous permet de bien dépister quand c'est le temps, puis d'agir et d'intervenir. Alors, parlons maintenant de tendance parce que je vous l'avais promis. J'aime cette diapo, c'est des données ontariennes parce que l'Ontario, en fait, ont de très bons sondages à tous les 2 ans qui montrent au niveau des étudiants du secondaire qu'est-ce qui se passe avec la consommation de différentes substances. Ici, on voit qu'il y a des très bonnes nouvelles si on regarde les tendances depuis 1977. Effectivement, dans la ligne verte, il y a moins de consommation d'alcool chez les ados. Ça demeure quand même une substance très utilisée. Mais moi, en fait, c'est la ligne mauve, là, la consommation de la cigarette de tabac qui est drastiquement inférieure à ce que c'était il y a 20-30 ans. Qui a beaucoup diminué. Entre-temps, le cannabis fait des petites vagues, puis on n'est pas encore en train de parler d'une vraie diminution si on regarde la tendance. Parlons du Québec. On va parler un peu de vapotage aujourd'hui, entre autres choses. Une tendance qui est très nouvelle, c'est vraiment l'émergence de l'utilisation de nicotine par produit de vapotage par les plus jeunes au cours des 5 à 10 dernières années. La question actuellement, c'est qu'en fait, si on regarde les fumeurs au Québec versus les vapoteurs au Québec en rose et en bleu, eh bien, on s'aperçoit que les fumeurs sont beaucoup plus âgés que les gens qui vapotent. C'est-à-dire, le vapotage représente une proportion importante des 15, 17, 18, 24, puis plus on avance en âge, moins il y a de gens qui vapotent. Puis là, on peut réfléchir 2 secondes parce que si on pense à la raison d'introduction du vapotage, selon les compagnies qui vendent, bien, c'était pour aider les fumeurs peut-être plus âgés à arrêter de fumer. On voit que dans un tableau là, de tendance ado, c'est pas du tout ce qui se passe. Parlons un petit peu plus des produits de nicotine et de tabac. Je vous présente des données canadiennes de 2021-2022 par rapport aux étudiants de secondaire 1 à 5. On s'aperçoit effectivement, sans trop de surprise, que la cigarette électronique, c'est la façon numéro 1 de consommer de la nicotine chez les ados. La cigarette reste là, mais beaucoup moins. Les autres produits du tabac ne sont pas disparus, mais sont beaucoup moins prévalents. Et on a distingué ici l'identité de genre, donc bleu, garçon, rouge, fille, et puis vert pour les identités de genre autres. On s'aperçoit qu'au niveau de la cigarette, il y a beaucoup plus de surreprésentation, mais ce n'est pas nécessairement le cas au niveau du vapotage. Parlons cannabis un petit peu. Je vous présente ici des données de l'enquête canadienne sur le cannabis. Ce qu'on voit, en fait, c'est que, au niveau des changements récents, on le sait, le cannabis est légal chez les plus de 21 ans au Québec depuis quelques années. On se demandait est-ce que ça allait avoir un impact sur la consommation chez les plus jeunes, chez les jeunes adultes. Bien, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les données 2020-2021, l'année ou 2 suivant la légalisation, il ne semblait pas y avoir une explosion, une augmentation massive là, de l'utilisation
chez les 16-19, peut-être même une petite diminution chez les 20-24. Bon, est-ce que c'est assez stable ou une petite diminution? C'est aussi le contexte pandémique, donc je pense qu'il va falloir garder un œil sur ces tendances-là, mais dans tous les cas, les taux d'utilisation sont quand même assez élevés si on voit les pourcentages ici, là, donc consommation au cours des 12 derniers mois. Regardons maintenant la consommation de tout autre type de substances ou les substances illégales, psychoactives au cours des 12 derniers mois. Encore une fois, ici, chez les étudiants secondaire 1, secondaire 5, vous voyez qu'il y a des lignes qui montent plus haut. On parle d'hallucinogènes, on parle de cannabinoïdes synthétiques, on parle de cocaïne qui atteint les 2 %. Vous voyez qu'il y a des chiffres, bon, les lignes bleues, les lignes oranges qui comparent le pré-pandémie, le post-pandémie. Il faut quand même prendre ces données-là avec un grain de sel, vu tout ce qui se passait socialement pendant la pandémie. Est-ce qu'il y avait moins d'opportunités de consommer à ce moment-là? Est-ce que les tendances vont changer là maintenant qu'on est un peu à distance de tout ça? Ça reste à voir. Je vous montre cette diapo-là pour vous dire que les étudiants du secondaire, dans des circonstances pas si exceptionnelles, vont consommer quand même plusieurs substances. Puis, je vous montre cette diapo ici qui parle plutôt de produits pharmaceutiques, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent être prescrits, mais qui peuvent être aussi, comme c'est le cas dans la diapo ici, consommés par les étudiants du secondaire pour des utilisations là, de plaisir et autres. Puis, on voit quand même qu'il y a des bandes qui sont assez hautes. Tous les produits pharmaceutiques, dans les 12 derniers mois, il y a quand même une proportion pas si négligeable de jeunes qui l'ont fait. On sait que bon, le dextrométhorphane, les sirops pour la toux, les stimulants comme bon, Ritalin, Concerta, etc. et tout ça, c'est quelque chose de pas si rare. Donc, tu sais, autour des 5, 6, 7 % des étudiants du secondaire qui disent avoir utilisé ces substances-là dans les 12 derniers mois. Je veux vous parler de choses qui font un peu plus les manchettes ces temps-ci, c'est-à-dire les surdoses, les cas d'intoxication très sévères à des substances comme les opioïdes. Je vous partage des données ici qui viennent du ministère de la Santé et Services sociaux du Québec, puis je remercie mes collègues d'un groupe de travail jeunesse qui font vraiment un travail fantastique pour essayer d'améliorer l'offre de services, les corridors de soins pour les ados, jeunes adultes en dépendance au Québec, puis on m'a partagé ces diapos-là. Mais on voit finalement que le nombre de visites à l'urgence causées par des intoxications possibles aux opioïdes chez les 12-25 ans, bon, regardez les chiffres. Le plus gros chiffre, là, c'est en 2017-2018, mais dans tous les cas, on est dans les milliers. Donc, il y a des milliers de jeunes qui se présentent avec des intoxications possibles aux opioïdes au Canada, au Québec à tous les ans dans la tranche 12-25. Si on regarde le nombre d'hospitalisations, ben là, c'est un nombre beaucoup plus faible, mais c'est pas rien. Donc, il y a quand même bon, une cinquantaine jusqu'à 80 hospitalisations par année liées aux opioïdes. Donc, effectivement, ça arrive chez les jeunes. Bon, le nombre de décès, c'est une statistique qu'on n'aime pas du tout voir, mais il y en a des décès. À mon avis, chaque décès, c'est un décès de trop. Donc, l'idée que les surdoses, les opioïdes, c'est des choses qui se passent seulement chez les adultes ou chez les plus âgés. Ben non, en fait, on le voit, ça arrive aussi chez les ados. Puis, en fait, il y a des tendances à garder aussi en tête. En ce moment, dans l'ouest du Canada, les taux de mortalité liés aux surdoses sont très, très, très élevés, plus que dans l'est du Canada, grossièrement parlant. Je voulais vous partager ce qui s'est passé en Colombie-Britannique depuis 2019. Ici, on a toutes les causes de mortalité chez les enfants moins de 10 ans et les 10 à 18 ans. Et on voyait qu'en 2019, les surdoses de substances étaient la 4e cause de décès chez les 10-18 ans. Mais là, ce qui arrive, c'est beaucoup plus préoccupant, c'est qu'en 2020, on monte à la 2e cause de mortalité, 2021, encore une fois, et 2022. Et depuis ce temps-là, la cause de décès numéro 1 dans l'ouest du Canada pour les 10-18 ans, c'est les surdoses aux substances. C'est pas encore le cas au Québec, à ce que je connaisse des données, mais ça veut pas dire qu'on est à l'abri de tout ça. On sait que les substances sont très puissantes quand on parle des opiacés, donc définitivement des tendances à garder en tête. OK, assez de chiffres pour le moment. Parlons un peu plus d'approches ou de choses qui se passent par substance. Et je vais commencer par la nicotine parce que c'est quelque chose de très émergent chez les jeunes. Je n'irai pas trop en détail par rapport à tout ça, mais la petite histoire des produits de vapotage nous montre qu'il y a 20-25 ans, on avait des vapoteuses qui ressemblaient beaucoup à des petites cigarettes en plastique, pas très efficaces pour donner de la nicotine, qui ont été remplacées par des vapoteuses style stylo, des vapoteuses plus à gros réservoirs et plus récemment, les vapoteuses à cartouches qui peuvent être jetables ou qui peuvent être avec des cartouches remplaçables. Et c'est vraiment à ce moment-là que la popularité a explosé chez les adolescents, les jeunes adultes. On sait que dans les aérosols qui se retrouvent dans les bouffées là, de vapoteuses, il y a plusieurs produits toxiques. Souvent, ce qu'on va dire, c'est c'est peut-être moins toxique qu'une bouffée de vapotage qu'une bouffée de cigarette. Oui, l'évidence suggère ça, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a un mélange de toutes ces différentes choses-là dans les produits qui contiennent majoritairement de la nicotine et souvent des saveurs, quoique ça va être appelé à changer dans les prochains temps au Québec.
Donc, parlons un peu plus des pas de mode ou des vapoteuses à cartouche, les vapoteuses qui sont vraiment les plus utilisées chez les ados, jeunes adultes. Qu'est-ce qui arrive? Ben, en fait, on a une vapoteuse qui contient un liquide avec des sels de nicotine. La cartouche typique, c'est jusqu'à 2 millilitres. Et puis, il y a de la nicotine là-dedans en concentration, ben, ça peut être entre 0 et 5 Légalement, au Canada, depuis juillet 2021, la limite, c'est 2 mais c'était pas mis en vigueur de façon très agressive au Québec. Et puis ça va peut-être changer parce que la nouvelle loi qui va entrer en vigueur à la fin du mois d'octobre vient dire, ben là, cette loi fédérale-là, il faut la renforcer au Québec et donc mettre une limite à 2 de nicotine dans les cartouches. Quoi qu'il en soit, 2 de nicotine dans une petite cartouche, ça représente quand même une bonne quantité de nicotine. Dans une petite capsule de 2 millilitres à 2 on a l'équivalent de nicotine à peu près d'un paquet de cigarettes complet. Des ados peuvent être tentés de passer à travers 1 ou 2 capsules par jour. Vous voyez vite qu'on arrive dans des taux d'utilisation de nicotine assez élevés. Et puis oui, les arômes circulent pour le moment. La loi provinciale annoncée qui devrait entrer en vigueur fin octobre, je m'excuse, j'ai dit juillet ici, là, mais l'entrée en vigueur de la loi, c'est octobre. Ça a été annoncé en juillet. Donc, direct, il y aurait seulement la saveur du tabac qui va être permise en vente légale au Québec. On verra aussi comment ça sera mis en application. Le phénomène des cigarettes électroniques jetables, c'est certainement quelque chose, si vous travaillez en dépendance jeunesse, que vous avez vu passer. Je vous montre cette diapo-là qui est assez parlante, en fait. Là. Donc, en 2020, il y a eu un contexte législatif qui a changé aux États-Unis. Il y a une loi nationale qui a fait en sorte qu'on ne pouvait plus vendre de vapoteuses à cartouches avec des saveurs, mais il y avait une exemption pour les produits jetables. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les jeunes se sont rués vers les produits jetables qui avaient des saveurs. Et puis, ce qui se passe souvent aux États-Unis, ben, ça monte au nord de la frontière. Et puis, voilà, dans les dernières années, les vapoteuses à cartouches qui peuvent être vraiment très similaires à des vapoteuses réutilisables ou peuvent être un peu plus grandes. Puis souvent, les ados vont dire des choses comme « Moi, j'ai une vape 3000 puffs ou 5000 puffs ». Voulant dire, ben, il y a 5000 bouffées là-dedans, puis ensuite on la jette, puis on passe à une autre. Donc, ce type de produit-là est très, très populaire et souvent va contenir des taux de nicotine similaires. Qu'est-ce qui arrive quand le cerveau d'un ado est exposé à la nicotine? Court terme, ben, vite, si on inhale dans les poumons, ça va se rendre dans le sang, ça va se rendre au cerveau dans quelques secondes. Les effets vont durer une trentaine de minutes. Il y a aussi une réaction physiologique. Les glandes au-dessus des reins vont produire des hormones qui font augmenter le rythme cardiaque, la pression, etc. Donc, on a un effet stimulant et euphorisant. Ça va amener des cascades d'hormones, dopamine, sérotonine, glutamate dans le cerveau, active le cerveau, le centre du plaisir. Et il y a un risque de dépendance qui est très élevé avec la nicotine pour 2 raisons. Ça fait une sensation euphorisante qui arrive rapidement, puis c'est de courte action. Donc, une fois que l'effet est passé, ben, le cerveau se dit, ah, ben là, j'en ai plus, j'en veux encore. Donc, ça peut rapidement mener à la dépendance. Encore plus rapidement, on dit qu'avec l'alcool et le cannabis, puis similaire à d'autres substances stimulantes de courte action. Qu'est-ce qui arrive à long terme sur le cerveau des ados quand on est exposé à la nicotine à l'adolescence? Mais les réponses à ces questions-là viennent surtout d'études qui ont été faites chez des animaux parce que c'est pas évident pour plein de raisons éthiques de dire à des ados, ben, vapote pendant tant de temps ou fume pendant tant de temps, on va regarder ton cerveau plus tard, mais il ne faudrait pas que tu utilises d'autres substances qui pourraient biaiser nos analyses. Donc, on le fait avec des animaux, puis on voit que dans le développement du cerveau au cours de l'adolescence, lorsqu'il y a une exposition à la nicotine, ben oui, ça va sensibiliser, un peu comme je disais au tout début, le cerveau a des risques d'utilisation d'autres substances et puis ça peut causer des problèmes au niveau du développement du cerveau pour des capacités comme l'attention, la mémoire de travail et ça peut être associé avec des troubles plus au niveau de l'humeur, de l'impulsivité, etc. Donc, il y aurait des raisons de penser qu'on voudrait idéalement pas exposer les ados à la nicotine de façon intense et longtemps pendant l'adolescence. Quels sont les risques à long terme du vapotage sur la santé physique? Mais ça, c'est vraiment une question qu'on me pose souvent dans ma pratique. Les ados veulent savoir. Oui, OK, mais là, on dirait que je tousse plus, je suis plus essoufflé quand je vapote. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur mes poumons à long terme? Il y a de plus en plus d'études qui sont en train de montrer sur des cellules en laboratoire, sur des modèles animaux encore une fois, ou des études chez les humains qui disent qu'il y a de l'inflammation qui est liée à la consommation de produits de vapotage. Donc, les vaisseaux sanguins deviennent plus prônes à l'athérosclérose, aux problèmes de cholestérol. Il pourrait y avoir des problèmes au niveau du poumon, plus de sécrétion, plus de symptômes de bronchite et tout ça. Des effets aussi sur la santé dentaire s'il y a des saveurs sucrées, des risques de caries. Puis, on ne sait pas encore exactement combien, mais on suspecte qu'avec les substances qui se retrouvent dans les aérosols, il va y avoir un certain risque de cancer qui va être à évaluer au fil du temps parce que les vapoteuses sont quand même nouvelles et puis ça va être à suivre. Mais ce qui est certain, c'est que de vapoter, ce n'est pas sans risque, surtout pas pour des ados qui n'utiliseraient pas la vapoteuse pour arrêter de fumer.
Une autre question qu'on me pose très, très, très souvent, est-ce que la cigarette électronique, c'est nécessairement une porte d'entrée pour la toxicomanie ou le terme anglais gateway? C'est-à-dire, on vapote, donc automatiquement, on s'en va vers la toxicomanie ou vers l'utilisation d'autres substances. Il y a des choses qu'on sait. La majorité des ados qui vapotent n'auraient probablement pas fumé autrement. Puis on sait que si on vapote, on a beaucoup plus de fois d'aller vers la cigarette et les autres produits du tabac par la suite. Est-ce que c'est de cause à effet? Est-ce que nécessairement, si on vapote, on va fumer? Non, mais on sait que notre risque est plus élevé. Puis on sait que le vapotage, c'est aussi très associé avec d'autres substances, entre autres le cannabis, l'alcool. Et puis, ça fait du sens parce qu'on expose le cerveau à des substances psychoactives, on va renforcer ces cycles de dépendance-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on consomme de la nicotine? Oui, on en consomme régulièrement, oui, mais ensuite, on arrête pour X raisons. Quand on est ado, ça se peut qu'on ne puisse pas vapoter pendant un examen de 3 heures, un tournoi de football d'une journée, compétition de danse d'un week-end. Mais dans le moment, je l'ai dit, la nicotine, ça stimule, puis on peut se sentir bien. Si on arrête, étant donné que la dépendance peut venir vite, même chez les ados, on peut se trouver dans un tableau de sevrage. Puis ça, cliniquement, c'est important parce qu'on ne se sent pas très bien, on peut être anxieux, irritable, difficulté à se concentrer, on est agité, tout ça. Et ça demeure un obstacle important pour l'arrêt. Si on consomme la vapoteuse, on se sent bien dans le moment, on va en consommer plus. Mais là, on arrête, on ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui peut arriver? Plusieurs choses, mais entre autres, les symptômes de sevrage qui arrivent des fois là, après quelques heures seulement, des fois même 1 ou 2 heures de ce que me disent les jeunes dans ma pratique. Et puis ensuite de ça, ça peut durer pendant des semaines, surtout les effets là, sur la régulation de l'appétit, du sommeil et tout ça. Qu'est-ce qui arrive si on consomme énormément de nicotine en très peu de temps? Évidemment, ça peut être toxique. La toxicité à la nicotine, ça peut ressembler aux images que vous voyez ici. J'ai des ados qui me l'expliquent. Ils me disent qu'ils étaient à un party, ils ont vapoté 2 pods de suite, et puis là, ils se sont sentis très mal. Ça a duré quelques heures. Rarement, les ados vont se présenter à l'urgence avec ce tableau-là parce que ça ne dure pas une éternité, mais effectivement, ça peut avoir une certaine toxicité. Qu'est-ce qu'on fait avec la nicotine en contexte clinique? La Société canadienne de pédiatrie, un groupe de pédiatres avec qui j'ai collaboré, on a émis des recommandations par rapport au dépistage, par rapport à l'accompagnement, par rapport au vapotage. Les recommandations assez unanimes sont il faut, à partir de 12 ans, commencer à poser la question est-ce qu'on fume, est-ce qu'on vapote, est-ce que les amis le font autour de nous? Il faut donner le message clair aux ados que de vapoter, fumer, c'est quelque chose qui est nocif, qui peut amener des risques pour la santé. Et avec la recherche actuelle, l'évidence qu'on a en clinique puis dans les articles scientifiques, on ne va pas recommander le vapotage comme un outil de cessation tabagique chez les ados, chez les moins de 18 ans. Il n'y a pas d'évidence qui dit que c'est une stratégie efficace et il y a un risque de potentiellement aller vers une dépendance à la nicotine ou aller vers d'autres substances. Et on veut utiliser nos bonnes stratégies d'entretien motivationnel, de counseling pour aider les ados à trouver leurs objectifs. Et dans certains cas, on peut considérer la thérapie de remplacement à la nicotine. J'en glisse un mot. La thérapie de remplacement à la nicotine, ça peut être utilisé comme alternative ou comme outil pour essayer de réduire, évidemment, cigarettes, mais aussi vapotage chez les ados. Je ne vais pas d'emblée avec tous les ados qui vapotent. Vraiment, on veut parler d'ados qui vapotent beaucoup régulièrement, qui ne sont pas capables d'arrêter parce qu'ils ont des symptômes de sevrage quand ils arrêtent. Les 3 produits qu'on recommande chez les ados, c'est gomme pastille pour le volet courte action et thym pour le plus longue action. Les sprays, les inhalateurs, on les recommande pas habituellement chez les ados parce que ça peut être utilisé rapidement puis en grande quantité, puis ça peut finalement être un peu contre-productif. Dans tous les cas, les produits de thérapie de remplacement à la nicotine sont jugés comme plus sécuritaires avec des effets secondaires plus mineurs que de vapoter ou de fumer. Quelle serait la recette magique? Si j'en avais une, c'est sûr que je vous la partagerais, mais il y a des conversions qui peuvent nous aider, nous guider à savoir combien de thérapies de remplacement à nicotine, combien dans la patch, dans la gomme, dans la pastille, on doit prescrire ou donner ou recommander pour arriver à l'équivalent en termes de vapotage. Les calculs qui sont proposés par des groupes de professionnels comme la Société canadienne de pédiatrie et les groupes américains disent que pour chaque milligramme ou 2 de sel de nicotine qui est consommé, on peut utiliser à peu près 1 milligramme de thérapie de remplacement à la nicotine. Mais c'est sûr que la consommation par le vapotage, ça varie. Type de diapositive, c'est quoi la technique? Est-ce qu'on inhale profondément? Est-ce qu'on règle à haute température, etc.? Donc, on peut s'essayer avec des choses comme on a un jeune, une jeune qui prend une capsule à 1 millilitre ou 20 mg par millilitre. On fait des petits mathématiques, ça nous arrive à 20 mg de nicotine par jour. On peut remplacer ça par un thym si on veut y aller avec juste le thym. Idéalement, on va combiner longue action et courte action pour aider avec prévention des cravings puis du sevrage dans toute la journée et à court terme, les envies de consommer, les cues sociaux là, qui pourraient nous inciter. Donc, on y va avec une gomme, une pastille. Donc, gardez en tête tout ce qu'on recommande comme thérapie de remplacement dans la journée. Puis, on y va à peu près avec la substitution de ce qu'on consomme. Évidemment, c'est à ajuster et vraiment individualisé.
Il y a d'autres médicaments qui peuvent être prescrits, le bupropion, la varenicline ou Champix, qui est utilisé beaucoup chez les adultes. Et plus récemment, on commence à parler de citizine, qui est un produit naturel qui est étudié chez les adultes, à ma connaissance, pas encore étudié chez les ados. Donc, potentiellement, quelque chose qui pourrait aider à diminuer les envies de consommer. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, ça serait fait sous guidance avec prescription d'un médecin. Puis, le mot-clé que je vous dirais avec ça, c'est que les médications ne font pas tout. Donc, c'est la combinaison. Tout comme la thérapie de remplacement de nicotine, si on garoche des patchs ou des gommes ou des pastilles à des ados, puis on leur dit, voilà, OK, arrête de vapoter, les chances que ça fonctionne sont faibles. On veut donner du soutien, du suivi, que ce soit avec des intervenants en milieu scolaire, en CRD, que ce soit un suivi avec un médecin de famille ou des intervenants en première ligne au CLSC. On veut faire plusieurs choses en même temps pour maximiser les chances que ça fonctionne. Même chose avec les médicaments qui peuvent être, dans certains cas, comme le bupropion, combinés avec la thérapie de remplacement à la nicotine. On va changer de vitesse, on va aller vers le cannabis, puis vous allez me voir je vais aller assez rapidement parce qu'on a beaucoup de contenu, pas beaucoup de temps. Je vous parle un petit peu du système endocannabinoïde. Donc, cannabis, la plante, les feuilles, la wax, les différents produits, OK. Dans le corps humain, on a un système de récepteurs aux produits cannabinoïdes qui a en fait une fonction très, très, très importante. C'est-à-dire, notre corps produit des molécules qui ressemblent un peu au cannabis qu'on pourrait consommer et qui aident à réguler une panoplie de différents signaux qui nous donnent des fonctions importantes, comme réguler le plaisir, l'humeur, la douleur, la motivation, la mémoire. Ça a des effets sur plein d'autres hormones. Donc, si on consomme beaucoup de cannabis, par exemple par les vape pens, les wax pens, j'y arrive, ça peut débalancer un peu notre système puis amener une multitude d'effets qui peuvent être de plaisir, mais aussi des effets nocifs. Qu'est-ce que les jeunes consomment, les ados consomment le plus ces temps-ci? On est en train de voir une situation où avant, c'était les joints, ou la pipe, tout ce qui était cannabis fumé. Et depuis quelques années, maintenant en Ontario, là, les vapotages de cannabis sont rendus la façon la plus populaire d'utiliser des produits de cannabis chez les ados du secondaire. Au Québec, avec les dernières statistiques, c'est tout proche. Donc, les ados, jeunes adultes vont beaucoup vapoter le cannabis. Des fois, ça va être l'unique façon de le consommer ou la seule. Mais qu'est-ce qui arrive? Il arrive que c'est des produits qui sont hautement concentrés en cannabis. Puis là, je fais un petit peu de vocabulaire parce qu'au Québec, on utilise beaucoup le mot wax pen. Les ados disent des wax pens, des wax pens. Wax, en anglais, cire. Les images du bas sont des wax pens. Les images du haut sont des vape pens ou des vapoteuses à cannabis avec des huiles. Il y a une petite différence. Évidemment, si on utilise de la cire, de la wax, on doit manipuler, on doit s'assurer que la bonne wax est dans le dispositif. Et puis, ça requiert un peu plus de manipulation. Très souvent, les ados, surtout au secondaire, vont utiliser des dispositifs pré-remplis avec une huile qui contient du cannabis. Et dans ce cas-là, le vrai mot, ça serait des vape pens. Mais bon, on s'entend qu'on comprend par wax pen qu'on vapote du cannabis à haute concentration. Et c'est justement ce que je vous disais il y a quelques secondes. En Ontario maintenant, la façon la plus commune de consommer du cannabis, c'est ça, c'est les vapoteuses, les cigarettes électroniques. Puis ensuite de ça, évidemment, il y a la pipe, mais aussi pas très loin derrière, les edibles ou les produits comestibles. Juste une petite parenthèse, au Québec, les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus légalement pour tous les groupes d'âge. Donc, comment est-ce possible qu'autant en Ontario qu'au Québec, ça circule autant? Évidemment, il y a des produits qui sont illicites qui circulent et facilement dans les mains des ados. Donc, plein de choses à garder en tête pour ça. Aussi, possibilité que ces produits-là sont moins bien contrôlés ou contaminés, etc. Quels sont les effets à long terme du cannabis? C'est des choses qu'on a souvent entendues, mais je pense que c'est important de le redire. On est ado, on est exposé à du cannabis sur une base régulière, puis ça peut être quelques fois par semaine. On augmente de 2 à 5 fois notre risque de développer plus tard dans la vie la psychose, la schizophrénie, anxiété et dépression, donc à l'âge adulte. Il y a un impact clair au niveau du cerveau en développement, puis c'est intéressant parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont en train d'essayer de démystifier quels sont les effets immédiats ou à court terme de consommer du cannabis, par exemple sur la conduite automobile, le rendement scolaire, quels sont les effets qui vont rester. Mais il y a un peu des deux. Il y a des effets réversibles, puis il y a des effets à long terme, mais dans tous les cas, des études à très long terme nous ont montré que de prendre beaucoup de cannabis à l'adolescence, ça va probablement diminuer de façon assez significative quand même le QI à l'âge adulte et le potentiel intellectuel. Puis ça peut avoir évidemment un grand impact sur la motivation scolaire, satisfaction, accomplissement. Donc, si on est en un âge où on va aller vers des études supérieures, etc., puis on est dans la motivation et consommation de cannabis, ça peut avoir des effets qui durent pour la vie. Qu'est-ce qui arrive si on arrête de consommer du cannabis puis on est très, très pris là-dedans? Un peu comme pour la nicotine, il y a les symptômes de sevrage.
le cannabis, c'est une substance qui reste plus longtemps dans le corps humain parce que c'est dissous dans les gras, dans les tissus gras. Donc, c'est moins rapidement éliminé. Donc, le sevrage de cannabis n'arrive pas après quelques heures. Habituellement, c'est au moins 12-24 heures qu'on commence à sentir le sevrage au cannabis. Et puis là, qu'est-ce qui peut y arriver? Agitation, anxiété, irritabilité, problèmes au niveau appétit, sommeil et tout ça. Évidemment, c'est un obstacle pour la cessation. Puis, bien, ça peut faire en sorte que les ados qui arrêtent ou diminuent, qui peuvent être pleins de bonne volonté, bien, vont quand même avoir une période difficile. Ça peut nécessiter de parler ou d'impliquer un peu les parents par rapport à ça. Comment est-ce qu'on traite la dépendance ou même le sevrage au cannabis? Il n'y a pas de médication là, ou de médicaments qui sont très bien étudiés pour ça, là, surtout chez les ados. Vraiment, en première ligne, on y va avec l'approche motivationnelle, le counseling. Puis je rajouterais aussi d'être vraiment capable de garder le tableau général, puis s'il y a des comorbidités, des problèmes de santé mentale ou psychosociaux, on veut adresser ça aussi dans notre approche de counseling, notre approche motivationnelle. Il y a des traitements expérimentaux. J'étais à un congrès la semaine dernière. Là, de plus en plus de personnes, par exemple, aux États-Unis, vont commencer à utiliser le N-acétylcholine, ou le NAC qu'on utilise dans un contexte d'urgence aussi pour l'alcool, qui peut peut-être avoir des effets prometteurs. D'autres médications qui sont un peu étudiées, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études assez fortes là, qui disent qu'on devrait aller d'emblée vers des médicaments pour aider avec la dépendance ou le sevrage au cannabis. Puis, l'approche de réduction des méfaits, bien, ça peut être quelque chose d'intéressant à considérer. Bon, est-ce qu'on veut y aller avec du cannabis médical? Ça, c'est toujours quelque chose d'un peu glissant, là, parce que le mot cannabis médical fait référence à ce qu'on utilise le cannabis pour une raison médicale. Ça rend pas le cannabis médical plus sécuritaire pour un ado. Mais ça, encore là, il faut y aller. Donc, est-ce qu'on peut viser des produits à moins forte concentration, etc.? Mais ça peut être quelque chose qui peut être discuté, mais vraiment en combinaison avec des approches motivationnelles. Il y a des recommandations qui ont été émises par l'Agence de santé publique du Canada par rapport à des façons de réduire les risques par rapport à la consommation de cannabis. Ça a vraiment été écrit plus pour des adultes. Donc, on parle de retarder la consommation de cannabis plus tard possible dans la vie. Bien, ça, évidemment, c'est très pertinent pour les ados. Bon, choisir des produits à faible puissance en THC, je pense que ça fait du sens. Bon, c'est sûr que ici, on dit adopter des modes de consommation sans fumer, choisissant ceux qui comportent moins de risques, tels que le vapotage ou l'ingestion. Ça, vraiment, il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'on le sait, dans la vapoteuse, c'est souvent plus concentré que dans les joints, donc un risque de dépendance qui peut être plus grand, des risques de mener à des problèmes comme de psychose et tout ça qui peuvent être intenses avec les wax pens. Donc, voyez-vous, même dans des recommandations canadiennes de réduire les risques par rapport à la consommation de cannabis, il faut vraiment être capable de mettre ça en contexte avec les ados. Pas nécessairement prendre ça pour du cash, dire, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi les ados consomment, qu'est-ce qu'ils en retirent, puis comment on peut essayer de vraiment viser à réduire si c'est ça l'objectif, ou vraiment essayer de minimiser les méfaits. On ne voudrait pas donner de la fausse information, dire, OK, arrête de fumer, mais là, vapote, puis vapoter, c'est correct, c'est moins risqué pour les poumons. Wow, attention, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup de cannabis dans ces produits-là. Puis j'en parlais un peu, il y a une diapo ou deux. Le cannabis médical, on peut l'utiliser comment? On peut isoler les différentes molécules du cannabis, puis donner du THC ou du CBD, qui est une autre composante qui est moins active sur le cerveau. Puis il y a des propriétés qui sont étudiées, des effets qu'ils peuvent avoir sur l'appétit, douleur et tout ça. Je pense que le mot-clé, c'est que dans tous les cas, ce sont des substances qui agissent sur le cerveau, qui ont potentiellement des effets bénéfiques. Puis quand on les combine, ça pourrait avoir des effets différents, mais il y a très, très peu d'études chez les ados. La recherche demeure très limitée, puis c'est vraiment pour des utilisations archi pointues qu'on parle de cannabis médical, dans des cas de cancer ou de chimio, où là, on a tellement de nausées qu'on n'arrive pas à manger, ou des jeunes qui ont des convulsions vraiment de type rare, et là, on va utiliser le CBD et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention, puis j'ai mis une balance ici, les risques, les bénéfices, il faut garder ça en tête. Donc, dans ma pratique en dépendance ado, c'est très, très rare que je vais parler de penser à du cannabis pour usage médical avec mes ados, même si des fois les parents vont me dire « Ah oui, moi je prends du CBD, je prends du cannabis, ça m'aide à dormir, ça m'aide avec ma douleur chronique. » Encore une fois, il y a souvent des choses beaucoup mieux étudiées, beaucoup plus efficaces avec moins de risques qu'on peut offrir à nos ados. OK. Puis qu'est-ce qui arrive quand on consomme nicotine et THC? Très souvent, ça va arriver avec le contexte de vapotage. On sait qu'une demi à un tiers des ados qui vapotent la nicotine vont aussi avoir vapoté du cannabis. Donc, la codépendance, c'est quand même très fréquent, surtout avec des utilisateurs plus réguliers. Il y a des facteurs de risque qui sont souvent communs. Puis là, je vous ai mis des cerveaux pour vous montrer qu'en fait, on parle un peu des mêmes structures dans le centre du cerveau qui sont sensibilisés. La diapo de droite, l'image de droite ici, là, tous les petits points roses, c'est les centres, les récepteurs au cannabis dans l'avant du cerveau, les fonctions exécutives et tout ça,
La nicotine aussi va aller dans ces zones-là. Donc, quand on utilise les deux, ça devient souvent plus difficile d'en arrêter un ou l'autre, parce que si on diminue la nicotine ou le THC, ben, qui est la substance du cannabis, là, on va peut-être aller dans l'un, aller dans l'autre. Il y a le sevrage de l'un, le sevrage de l'autre. Une agit plus vite, l'autre agit moins vite. Ça devient difficile pour le cerveau de démêler tout ça et ça nous plonge dans des cycles de dépendance qui peuvent être compliqués. Parlons d'autres substances. On va y aller avec l'alcool, qui demeure la substance la plus utilisée chez les élèves du secondaire. Et le binge drinking, c'était vrai il y a une génération, c'est toujours vrai. C'est ce que les jeunes font le plus, 90% et plus de l'usage d'alcool chez les ados, c'est de forme sporadique, les week-ends, en party. Plus rare, mais ça arrive que des ados vont boire tous les jours. Les risques aigus, ben, on les connaît si on travaille en dépendance, l'intoxication, la conduite, les accidents. Puis, je vous dirais, dans le contexte actuel, la co-utilisation, beaucoup avec des sédatifs qui circulent facilement, et on va y venir, là, les benzos, les opiacés. À long terme, on va parler plus chez les adultes, bon, les risques pour le foie, le cancer, les problèmes cardiovasculaires. On parle peut-être un peu moins des risques sur le cerveau des ados. Tant la nicotine et le cannabis affectent le cerveau des ados, l'alcool peut affecter le cerveau des ados et il y a de très bonnes études qui le démontrent. Et puis, bien évidemment, si on est dans l'utilisation quotidienne, il faut faire attention au sevrage. Je vous montre cette diapo-là qui est un peu humoristique. Je l'aime bien parce qu'elle explique certains comportements. Il y a des études qui ont été faites chez les souris, puis vous allez peut-être faire des parallèles avec votre propre passé ou bon, des expériences dans votre famille. On sait que les ados, que ce soit des souris ou des humains, perçoivent moins les effets sédatifs de l'alcool. C'est-à-dire, quand on est plus jeune, il y a quelque chose dans notre évolution qui fait en sorte que l'alcool nous affecte moins, nous rend moins endormis. Quand on est adulte, très souvent, on prend un verre de vin puis on commence déjà à bailler. Mais effectivement, il y a quelque chose qui se passe là qui fait en sorte que, ado, on a l'effet euphorisant de l'alcool, moins l'effet sédatif. Donc, combo qui n'est pas très bon, ça nous amène à faire des choses plus impulsives, conduire sous l'effet de l'alcool et tout ça. Et donc, des risques à garder en tête. Puis, c'est pas surprenant que, dépendamment de notre âge, le taux d'alcoolémie est particulièrement plus dangereux s'il est élevé chez les ados. C'est ce que cette diapositive-là va nous montrer, là. Donc, les courbes qui montent plus haut avec les risques d'accidents de voiture et l'alcoolémie sont beaucoup plus élevés chez les ados. Il y a quelque chose au niveau de l'évolution de la personne humaine. Puis, comme je vous disais, il y a des études qui démontrent clairement des zones du cerveau qui sont affectées par le binge drinking fréquent à l'adolescence. Donc, des ados qui binge drink ont des régions du cerveau plus rapetissées, plus aplaties, qui vont faire en sorte qu'il y a moins de potentiel de développer toute notre intelligence à l'âge adulte. Donc, quand même quelque chose de significatif. Comment on traite la dépendance à l'alcool chez les ados? Bien, évidemment, l'objectif serait de réduire le plus possible les risques par rapport au binge drinking, si c'est la façon de le faire, la conduite automobile et tout ça. Encore une fois, là, vous allez me dire, je ne suis pas très original. Les approches motivationnelles, le counseling, prendre en considération tous les facteurs autres, la santé mentale et adresser ça d'un coup. Et il y a des médicaments qui peuvent être utilisés chez les ados. Celui d'en bas, le disulfiram ou Antabuse, qui donnait des vomissements et tout ça quand on consommait, c'est plus quelque chose d'utilisé, pas chez les adultes, pas chez les ados. La naltrexone, qui est un comprimé, qui dans d'autres endroits au monde peut être donné sous forme injectable, mais au Québec, c'est les comprimés. Ça peut diminuer les envies de consommer et l'effet de l'alcool. Parfois, ça peut être utilisé, encore une fois, sous guidance d'un médecin. Ça a aussi un effet à diminuer les cravings sur les opiacés, on va y revenir. Puis la compressate, qui est parfois utilisée chez les ados, qui peut diminuer les fringales si c'est utilisé plusieurs fois par jour. C'est une médication de courte action qu'il faut quand même prendre plusieurs fois pour que ça soit efficace. Donc, dans certains cas, on peut ajouter des médications qui ont été étudiées, mais d'emblée, c'est surtout les approches motivationnelles, soutien en communauté, les groupes AA et choses comme ça qui peuvent vraiment nous aider. Les stimulants, très grande catégorie. J'ai des images à droite. On inclut ici la caféine, les psychostimulants, les stimulants illicites. Pourquoi je parle de tous ces stimulants-là ensemble? Mais c'est parce que quand on les combine, les risques sont plus grands. On pense peut-être pas toujours, mais si on prend un Red Bull, ensuite quelques Ritalin, puis on va faire une ligne de coke dans la soirée, je ne vais pas banaliser ici, là, mais c'est des situations qui peuvent être en fait très dangereuses pour la santé cardiaque. On l'a vu dans les diapos au tout début, l'utilisation de psychostimulants qui sont prescrits pour quelqu'un d'autre peut-être, là, mais utilisés pour des façons, des fins euphorisantes, c'est assez fréquent en secondaire, plus ou moins 5% des étudiants. Puis dès qu'on arrive cégep, université, utiliser des stimulants qui ne nous ont pas été prescrits, ça arrive assez souvent. Je vais faire une parenthèse avec tout ce qui est déficit de l'attention là, au TDAH et stimulants. Il y a souvent des conceptions qui peuvent être erronées de dire, si on a un problème de consommation, là, il ne faut pas prescrire des psychostimulants, qu'on ait un TDAH ou non, parce que là, on met de l'huile sur le feu, on donne des médicaments qui pourraient être abusés et tout ça, un risque d'abus. Mais on sait par les études qu'une personne qui a un TDAH, donc qui a de l'impulsivité, qui a de l'hyperactivité, va être plus à risque de faire des problèmes au niveau de la consommation. 2 à 3 fois plus que la population générale. Mais si on traite bien le TDAH, avec les bons médicaments, avec un bon suivi et tout ça, mais on réduit à des niveaux similaires ou presque
de risque d'avoir des problèmes avec les substances comme le reste de la population. Donc, il faut essayer de bien diagnostiquer ça, le TDAH, quand on peut. Des fois, c'est pas évident. Ça n'a jamais été diagnostiqué. On a des ados qui arrivent, qui consomment déjà. On se demande s'ils n'ont pas un TDAH. Là, est-ce que c'est le temps de prescrire des psychostimulants ou non? Ça peut être compliqué, mais c'est d'essayer de déconstruire ça, revoir aussi peut-être avec les parents, les profs et tout. Mais dans tous les cas, ne pas négliger le fait que le TDAH, ça peut être un facteur de risque, puis qu'il y a un intérêt à bien le traiter de façon la plus sécuritaire possible, avec des médications peut-être plus longue action qui ont moins de chances d'être utilisées de façon abusive. Oui, il y a des risques, comme je l'ai mentionné, pour le cœur, pour la dépendance, et puis les mélanges avec d'autres substances. Je parle un peu des sédatifs, un peu l'autre extrême. On avait les stimulants, là, on a les sédatifs. Si vous êtes dans le milieu jeunesse, dans les dernières années, on a commencé à beaucoup entendre le terme Xanax ou benzodiazépine qui est parfois prescrit. Chez les ados, d'un point de vue santé mentale, on prescrit assez rarement là, les Xanax, Ativan, Valium, qui sont les non commerciaux, parce qu'il y a un risque de dépendance qui est très élevé. Mais on sait que dans les milieux scolaires et tout ça, ces comprimés-là, qui peuvent être prescrits à quelqu'un d'autre ou faits en synthèse, là, circulent et sont très peu dispendieux et peuvent être très forts. Il y a un risque de dépendance qui est élevé, puis l'effet sédatif peut certainement être exacerbé si on combine avec d'autres sédatifs comme l'alcool. Donc, dans des parties, des jeunes qui prennent un Xanax, beaucoup d'alcool, ça peut vite mal virer. Et puis, si on arrête soudainement de consommer des sédatifs, comme avec l'alcool, il y a des risques de sevrage qui peuvent être très importants et parfois même mortels, ce qui nous amène à penser des fois à évaluer la nécessité d'avoir un sevrage en milieu médical supervisé. Puis ça, il y en a plusieurs ici présents qui savent, qui sont dans un milieu qui est adapté, qui va permettre justement d'avoir un sevrage médical sécuritaire et supervisé. Les opioïdes ou les opiacés, donc, qui contiennent ici plusieurs choses. Souvent, on va entendre chez les ados le sirop de codéine ou lean, des comprimés où on va vers les formes plutôt comme injectables. Mais le pourcentage de décès liés aux surdoses d'opioïdes chez les 19 ans et moins au Québec a augmenté. Il n'y a pas une augmentation drastique de la proportion d'ados qui consomment des opioïdes dans les dernières années, mais en termes de puissance de ces substances-là, de décès de surdose, on voit que les jeunes commencent à représenter une plus grosse tranche de ces situations-là. Et puis, on va en reparler, mais la naloxone, donc l'agent qui peut renverser la surdose, est très important, même chez les ados, surtout des ados qui pourraient fréquenter d'autres personnes qui consomment, des personnes plus âgées ou qui pourraient s'injecter et tout ça. Donc, la naloxone, on y pense même en milieu pédiatrique. Il y a des lignes directrices canadiennes qui viennent de la Colombie-Britannique qui parlent de traitement aux agonistes opioïdes chez les ados. Je vais aller rapidement là-dessus, c'est un gros sujet et je pourrais facilement en parler pendant 1 heure ou 2, mais on m'avait posé, entre autres, comme question, est-ce qu'on peut penser à des traitements agonistes opioïdes chez les ados? Par exemple, la buprenorphine ou la méthadone. Est-ce que c'est des options possibles? La réponse, c'est oui. Donc, dès qu'on a un TLUO, donc un trouble lié à l'usage des opiacés, on peut penser à la pharmacothérapie pour vraiment aider là, avec la diminution de la consommation ou l'arrêt. Et puis, la première ligne, c'est la buprenorphine avec les lignes directrices actuelles. Donc, ce qui est suggéré, c'est d'y aller un peu comme on irait avec les adultes, avec une dose d'induction là, croissante. Ça peut être fait à l'hôpital si c'est dans le contexte d'un sevrage aigu ou qu'on a un contexte psychiatrique, etc. Ou ça peut être fait en clinique avec une collaboration avec des pharmaciens, comme on ferait souvent avec des adultes. Et puis, vraiment, c'est la forme orale qui est utilisée le plus souvent chez les ados. Il n'y a pas des centaines et des centaines d'ados qui prennent de la buprenorphine au Québec, mais il y en a et c'est possible. Et puis, ça peut définitivement faire partie d'un plan de traitement efficace. Et évidemment, on veut quand même qu'il y ait une certaine supervision. La méthadone, elle est beaucoup plus rarement prescrite, mais elle commence à l'être dans certains cas, surtout si on a des profils, je dirais, je vais me permettre ce langage-là, un peu adulte au niveau de la consommation. Des ados qui auraient commencé très tôt, des fois s'injecter les drogues et qui vraiment ont une dépendance très, très, très sévère et qui auraient peut-être fait un essai avec la Suboxone qui ne semble pas leur donner l'effet de substitution là, qui serait recherché. Ça peut être considéré dans certaines cliniques, mais ce n'est pas beaucoup de milieux qui le font, qui le prescrivent encore. La naltrexone intramusculaire, c'est quelque chose qui se fait ailleurs dans le monde, puis ça, c'est vraiment un antagoniste aux opioïdes, donc bloquer complètement dans le corps l'effet des substances. On n'a pas accès à cette médication-là au Canada. Je l'avais déjà utilisée dans le passé lorsque j'étais en formation aux États-Unis. Parfois, on va utiliser la forme orale de la naltrexone, là, qui est un peu comme la naloxone qui va renverser, mais de plus longue action.
Et je l'avais mentionné dans le traitement de la dépendance à l'alcool, chez certains ados qui ont une consommation plus sporadique d'opiacés, mais qui consomment aussi beaucoup d'alcool, on peut utiliser la naltrexone pour diminuer les envies de consommer. Mais évidemment, ça va demander quand même un bon niveau de motivation, de soutien, parce qu'on doit prendre le comprimé chaque jour. Les opiacés à libération, opioïdes à libération prolongée, par exemple, morphine, Cadian, etc., ça n'a pas été étudié chez les ados. Donc, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement peut-être être considéré là, si on a plusieurs essais avec d'autres molécules comme la buprenorphine, mais c'est quelque chose qui n'a pas encore été étudié assez pour voir si c'est efficace chez les ados. Donc, on avait parlé de la naloxone, je la remontre ici. Il y a plusieurs façons de parler de réduction des méfaits pour la consommation d'opiacés ou autres sédatifs et tout ça. Puis je vous mets des grandes lignes ici qui seraient vraiment des principes à respecter, qu'on soit ado ou adulte. Pas consommer seul, des bandelettes de dépistage, par exemple, pour la fentanyl. J'ai des ados qui me disent qu'ils utilisent ça, d'aller vers des sites de consommation supervisés, des petites quantités, aviser les proches qu'on consomme, garder la porte ouverte. Et il y a des applications maintenant sur les téléphones qui peuvent aider les ados qui sont toujours sur leur téléphone là, à se garder en sécurité. Donc, l'application LifeGuard, je la mentionne, est utilisée beaucoup aussi là, dans le Canada anglais actuellement. Donc, on peut, au moment de s'injecter ou d'utiliser des substances, on clique, puis si on ne reclique pas dans une minute ou dans un certain moment, bien là, ça va avoir directement effet d'alerter les services médicaux d'urgence, ce qui peut être une façon de réduire finalement un décès par surdose. Je vais parler de sevrage parce que c'est un sujet chaud. On me pose souvent la question, quels sont vraiment les risques de sevrage chez les ados lorsqu'on arrête de consommer des substances potentiellement dangereuses? Mais les 3 substances vraiment qui se présentent le plus souvent avec des sevrages sévères chez les ados, je vous dirais que c'est l'alcool, les benzos puis les opioïdes. En haut, j'ai aussi mentionné le GHB. Dans mon expérience clinique, ça m'est arrivé très, très rarement d'avoir des ados qui avaient une consommation régulière de GHB, mais ça peut aussi faire des sevrages très violents et puis nécessiter une intervention dans le milieu hospitalier. Pour l'alcool, il y a des échelles, comme pour les benzos et les opiacés, qui peuvent nous permettre de déterminer à quel point on est dans un sevrage intense. Puis ça serait les mêmes échelles qu'on soit adulte ou ado. Donc, on peut utiliser les outils qu'on utilise chez les adultes avec les ados. Le sevrage à l'alcool, ça peut aller jusqu'au délirium tremens. Je vais vous dire que dans mon expérience clinique, j'ai pas vu des sevrages à l'alcool escalader au point d'en aller là, mais il y aurait raison de penser que si on consomme de l'alcool depuis des années puis on est ado, on pourrait avoir vraiment des situations sévères. J'ai des ados, par contre, qui m'ont dit avoir fait des convulsions suite à l'arrêt de benzodiazépine qui s'est rendu par la suite à l'urgence. Donc, convulsions, bien là, évidemment, on arrive dans le sevrage assez sévère. Et puis, le sevrage au benzo peut arriver rapidement, après quelques semaines, même mois d'utilisation quotidienne. Donc, vraiment, garder ça en tête. Et puis, on veut essayer de prévenir l'arrêt soudain ou un risque dans un milieu où on n'aurait pas la supervision. Et puis, opioïdes, habituellement, on ne parle pas de sevrages qui sont mortels, mais qui peuvent être très sévères, déplaisants. Et puis, ça peut être une opportunité, si un ado se présente en sevrage, d'initier une médication comme la buprenorphine pour essayer d'aller vers un traitement là, aux agonistes. Donc, les échelles de sevrage, je vous avais mentionné, en milieu clinique, ça peut être très utile pour voir si les ados disent être en sevrage, mais est-ce que ça corrèle aussi avec ce qu'on voit là, objectivement au niveau de leur signes physiques et tout ça. Ça peut nous guider aussi à savoir comment on peut les surveiller. Est-ce qu'il y a très peu de symptômes de sevrage, donc ça serait sécuritaire, par exemple, de ne pas les envoyer à l'hôpital, versus là, on arrive vers des symptômes de sevrage qui sont modérés, sévères. Là, il faudrait orienter plus vers une prise en charge hospitalière. Les hallucinogènes, on en parle quand même pas mal ces temps-ci, je vous dirais, il y a un regain d'intérêt chez les ados, il y a de la couverture médiatique, on en parlait aussi pour des utilisations thérapeutiques, pour la dépression, plus chez les adultes et tout ça. Donc, ça amène quand même une certaine curiosité. Le LSD, les champignons, psilocybine, la kétamine, c'est des choses que j'entends quand même fréquemment dans ma pratique. La différence avec d'autres substances, c'est qu'on devient rapidement tolérant aux hallucinogènes, donc c'est plus difficile de faire comme une surdose si on veut, mais on peut quand même avoir des effets à long terme qui sont inquiétants. Puis ça peut venir aussi avec peu d'utilisation. Donc, on utilise beaucoup, on peut avoir des distorsions des perceptions, puis ça peut nous amener avec des symptômes psychotiques ou des hallucinations qui persistent et qui augmentent le risque de développer éventuellement des psychoses. Donc, à garder en tête. Le jeu compulsif, je veux le mentionner parce que c'est pas si rare chez les ados. Puis avec l'omniprésence des jeux en ligne, des plateformes, puis ça devrait pas être légal pour les ados, mais la possibilité d'acheter des trucs ou des jeux de hasard en ligne. Mais il y a quand même beaucoup d'ados québécois qui disent avoir joué pour de l'argent. Hein. Puis le jeu pathologique, c'est quelque chose qui existe chez les ados. Si on pose pas la question, on n'aura pas la réponse. Il y a des estimations qui datent de quelques années qui disent que le jeu pathologique pourrait toucher entre 2 et 8 % des ados. Puis ça serait même plus fréquent que chez
les adultes. Puis, je pense que dans le jeu compulsif, on peut aussi penser à songer, ben, dans les jeux où, bon, dont vous êtes le héros et tout ça, où on acquiert des choses et tout, ben, on développe un peu une dépendance faite à un jeu vidéo. Est-ce que ça va shifter vers une utilisation pour de l'argent ou acheter des crypto-monnaies, des choses comme ça? Donc, faut pas hésiter à poser ces questions-là puis voir quel pourrait être l'impact. Puis des fois, on peut passer d'une dépendance à une substance psychoactive vers une dépendance plus vers les médias, les jeux. Puis ça m'amène vers la parenthèse de la cyberdépendance. Puis ça, évidemment, c'est un gros chapitre dont on pourrait parler longtemps, mais je distingue comme 4 catégories de cyberdépendance qui ont été un peu étudiées là, par une grande équipe à Boston qui se spécialise là-dedans. Les jeux vidéo, les médias sociaux, donc toujours le besoin d'avoir des likes, d'avoir des followers, d'avoir une rétroaction par l'entremise des médias, la dépendance à la pornographie, puis certains, pour des phénotypes peut-être plus anxieux, qui vont pas être capables de décrocher des nouvelles par rapport à des catastrophes naturelles, par rapport à ce qui se passe autour d'eux et tout ça. Donc, de ne pas hésiter à poser ces questions-là, puis d'adresser ça aussi. Puis ça, on est beaucoup plus dans les approches comportementales, donc essayer de voir comment les comportements peuvent être ajustés autour de tout ça. Bon, les approches thérapeutiques, on avance. Le temps file, je vais prendre un autre 15-20 minutes pour parler du reste du contenu. On est avec des ados, on veut préparer la discussion. Idéalement, on se trouve un endroit calme, on rencontre les ados seuls, sans parents, puis on pense à notre non-verbal. Les bras croisés, les jambes croisées, bon, c'est sûr que c'est moins accueillant, puis ça inspire moins la confiance. Très important de clairement dire aux ados qui ont peut-être 14 ans et plus, là, où on a une confidentialité, mais qu'est-ce que je pourrais dire à tes parents, à tes intervenants si tu me confies ça? De vraiment clarifier que le rôle d'un professionnel de la santé, si vous l'êtes, c'est bien évidemment de s'assurer qu'on est en sécurité. Donc, s'il y a un risque suicidaire, c'est un risque pour la santé mentale ou une autre personne en bas de 18 ans, on n'aura pas le choix de briser la confidentialité. Mais après ça, bien, le reste, ça peut rester entre nous. Et là, souvent, il y a des zones grises. Parce que est-ce que si un ado consomme des opiacés puis qu'il a 14 ans, ça met sa vie en danger? Puis là, est-ce que c'était une fois? Est-ce que c'est tous les jours? Souvent, le jugement clinique va venir et ça devient difficile. Donc, il faut penser à tout ça, mais d'emblée, de dire que la confidentialité, c'est au cœur de ce qu'on pense. L'approche basée sur l'ado, je pense que c'est le plus important. Puis s'il y avait des messages à retenir, c'est que les ados ne veulent pas être considérés comme des problèmes. Les ados, c'est des personnes en découverte de leur identité, de leur autonomie. On veut commencer à les connaître. On veut leur poser des questions sur leurs forces, sur leurs intérêts. Ils peuvent avoir le pire trouble lié à l'usage de substances au monde. Ça se peut qu'ils aiment le skate, qu'ils aiment la mode, qu'ils sont des gens qui sont archi artistiques ou sportifs. Bref, donc très important de ne pas oublier ça quand on rentre en relation. Puis l'entrevue motivationnelle, je vais passer un peu plus vite là-dessus parce que c'est des concepts vraiment qui s'appliquent dans toutes les tranches d'âge. Mais je le mentionne ici parce que l'entrevue motivationnelle, c'est tellement clé avec les ados et de ne pas avoir peur, d'être vraiment en collaboration avec des ados. Même si les ados sont jeunes, n'ont pas le même niveau de maturité qu'un intervenant adulte, on veut parler dans un certain sens d'égal à égal. Les ados sont les experts de leur quotidien, de leur vécu. Les professionnels, bien évidemment, on a une expertise par rapport à la dépendance et tout ça. Donc, on veut respecter l'autonomie, la collaboration et vraiment aller chercher chez l'ado les propres raisons de changer. Et les stades de changement qu'on connaît bien quand on travaille en dépendance, mais s'appliquent chez les ados tout autant que chez les adultes. On veut amener à cheminer. Dans notre coffre à outils de l'entrevue motivationnelle, ça serait la même chose pour tous les groupes d'âge. On veut poser des questions ouvertes. Aussitôt qu'on est en train de parler plus que l'ado, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas beaucoup à nous dire, mais on est peut-être en train de tomber dans un piège. Donc, si c'est de sortir un peu du cadre, de poser des questions directes sur les substances pour mieux y revenir, bien, faisons-le. Ayons une écoute réflexive. Un ado a une bonne idée, je pourrais arrêter de consommer la semaine, juste consommer le week-end. On veut réfléchir, on veut redire ça, on veut valoriser, affirmer qu'est-ce que les ados sont en train de nous dire quand c'est des bonnes idées. On veut résumer aussi les choses qui ont été dites dans la conversation. Puis des fois, il faut négocier un peu. Des fois, un ado ne sera pas prêt à arrêter, on est plus dans la réduction des méfaits. Ben, peut-être qu'on va s'essayer pour un arrêt de consommation d'une journée, d'une semaine. Puis des fois, ça peut être aidant de recadrer. L'ado peut être vraiment dans son monde, de dire, moi, ça me donne ci, ça, j'aime cette consommation-là, mais d'un point de vue d'un parent, d'un prof et tout, on peut leur offrir notre perspective, pas leur imposer, mais leur dire, ben moi, c'est sûr que comme médecin, comme professionnel, ça m'inquiète d'entendre ça. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu étais dans mes souliers, est-ce que ça pourrait t'inquiéter si c'était un de tes amis qui était dans cette situation-là? Quelques points clés. Je l'ai mentionné, l'approche motivationnelle basée sur les forces. Encourager la cessation, la diminution dans tous les cas, même si on n'est pas nécessairement prêt à le faire, on l'encourage quand même. On fournit de l'information sur les conséquences sur la santé. Je vais bombarder d'informations dans la première section sur les différentes substances. On ne veut pas donner un cours, on veut donner certaines notions, peut-être une ou deux, voir un peu si les ados ont certaines notions des risques, essayer d'avoir une conversation. On va être sans jugement, puis ça, c'est vrai généralement en dépendance. Puis, c'est aidant d'avoir une idée de la motivation, des intentions de changement en utilisant, par exemple, des échelles de 1 à 10. Je pourrais en parler longtemps,
Le continuum de soins en dépendance au Québec, il est large. Puis, j'utilise cette diapo pour essayer de mettre en contexte, pas nécessairement pour lister tout ce qui est disponible au Québec, mais vraiment de garder en tête que quand on parle d'intervenir en dépendance chez les ados, ça commence très tôt. Ça commence dans les familles, l'éducation parentale, les programmes scolaires, les mentorats par pair, par groupe communautaire. Et puis, tellement important d'aller vers le dépistage, l'intervention brève, d'aller de façon précoce. Les visites en première ligne peuvent vraiment nous permettre d'attraper au tout début des choses, puis les références rapides vers les services externes, par exemple, les services en CRD, les services, évidemment, à l'école, les thérapies, les counselings peuvent vraiment jouer un rôle clé. Il y a des services plus intensifs qui peuvent être parfois nécessaires, mais au Québec, il n'y a pas tellement de programmes d'hospitalisation de jour, de programmes où on peut avoir plusieurs heures de services par semaine. Donc, des fois, c'est de combiner des interventions plus en santé mentale avec les ressources du CLSC, des ressources en milieu scolaire, des ressources en CRD. Puis ensuite de ça, mais dans certains cas, on l'a mentionné, il y a un sevrage, il y a des intoxications, il y a des surdoses. Il faut aller vers des prises en charge en milieu médical. Mais un gros challenge au Québec, dont probablement plusieurs personnes sont conscientes, c'est qu'on a des soins médicaux, puis on a des services thérapeutiques, des soins résidentiels, par exemple, les centres Portage Grand Chemin, Nouveau Point de Vue, etc. Il y en a plusieurs, ils sont excellents, mais non pas les soins médicaux sur place. Donc, souvent, il faut penser, quand on est dans le bas de cette diapo, où on est dans l'aigu, dans le sévère, de combiner les modalités. D'aller traiter un sevrage à l'hôpital ne va pas donner la composante thérapeutique à plus long terme qui est tellement importante. Donc, au niveau du continuum, il y a tout ça, mais évidemment, il y a aussi l'importance d'impliquer la protection de la jeunesse quand on voit que la santé, la sécurité de la jeune personne est à risque, est compromise. Et ça peut être quand même très compliqué parce qu'on veut garder un lien thérapeutique parfois. La DPJ peut être vue de façon très négative, puis peut être aussi une expérience traumatisante en soi si on a des placements. Mais comme professionnel, évidemment, on n'a pas le choix d'aller vers ça. Je veux parler un peu de l'implication des parents, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très important dans certains cas, mais pas tous les cas. On va parfois être appelé comme professionnel à guider les parents. Puis les notions que je vous amène sur cette diapo-ci, c'est que le rôle des parents, c'est d'aider à éduquer puis à prévenir, évidemment, puis ensuite de donner un certain cadre. On sait par les recherches que trop permissif, trop strict, ça amène des dérapages. Les jeunes vont soit avoir besoin d'air, puis aller expérimenter, ou vu que le message, c'est correct d'utiliser tout ça, vont aller vite et tôt dans la consommation. Donc, on veut renforcer avec les parents que les règles constantes à la maison, qui sont réalistes, qui sont discutées à l'avance, qui sont vraiment consistantes dans le temps par rapport à des choses comme le couvre-feu, l'argent de poche, etc., ça peut vraiment être utile. Les parents, parfois, vont avoir besoin d'aide. Et les parents, on va avoir besoin de savoir que la confidentialité existe quand on travaille avec les plus de 14 ans, qu'il faut travailler des fois avec certains professionnels pour les parents, parfois d'autres pour les ados. Puis les parents peuvent vraiment avoir besoin d'aide dans certains cas. Comment conseiller les parents? Si les parents disent, mais moi, je veux parler de consommation avec mes ados, je ne sais pas trop. Les parents peuvent être des alliés puis vraiment en faire un bout. Mais on veut les encourager à eux-mêmes s'informer, préparer leurs discussions avec les ados. J'avais cette situation-là ce matin, une mère qui dit, quand on parle de substances, c'est toujours la chicane à la maison. Mais il faut essayer de savoir que, une discussion doit être bien préparée. Puis d'ailleurs, il faut que les parents sachent un petit peu s'ils veulent parler de vapotage, d'alcool, de cannabis avec leurs ados, savoir quels sont certains risques. Pour amorcer la discussion, idéalement, on n'est pas dans un contexte de réprimande, de crise ou de suspension à l'école. Puis des fois, ça peut être informel, la façon d'aborder le projet. On se promène en voiture, on voit quelqu'un qui vapote, on en jase, on voit quelles sont les perceptions de l'ado et tout ça. Puis pour les parents, c'est super important d'être à l'écoute. Des fois, les parents ont l'impression d'être à l'écoute, mais ne le sont pas vraiment. Fait que des fois, leur refléter, mais comment ça fonctionne lorsqu'ils discutent? Est-ce qu'ils ont finalement un dialogue ouvert? Est-ce que l'ado a la chance de parler et tout ça? Puis d'encourager les parents de vraiment remercier les ados de s'être ouverts ou de partager avec eux. Puis quand on poursuit la discussion comme parent, il faut s'attendre à avoir plusieurs discussions. Ça va probablement être réabordé. Les règles doivent être consistantes, claires. Puis d'avoir un message constant par rapport à la consommation, ça va loin aussi de la part des parents. Évidemment, on les encourage à travailler en collaboration. Quand briser la confidentialité puis impliquer la DPJ? Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, des fois, on a des ados qui se présentent avec des problèmes de dépendance sévères. Parfois, il y a des problèmes qui ont un impact sur le développement, sur la présence scolaire et tout ça, puis il faut impliquer la DPJ. On le sait que les taux d'utilisation de substances sont élevés chez les jeunes dans le service de la DPJ, puis évidemment, il faut quand même garder ça en tête. La DPJ, quand l'impliquer, je l'ai dit, des fois, il y a des zones grises. On n'est pas certain. Bon. Dans le doute, on peut aussi appeler à la DPJ puis faire une consultation puis voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Très souvent, ils vont nous encourager à signaler quand même.
Mais des choses qui sont quand même assez claires, là, quand il y a un bris de fonctionnement, arrêt de scolarisation, la DPJ, bon, moins de 16 ans, on doit l'impliquer. Les parents ne peuvent pas garder leur enfant en sécurité. Il y a de l'utilisation de drogue illicite ou problématique à la maison. Les jeunes ne sont pas à l'abri de ça. Puis il y a des enfants plus jeunes exposés aux substances. On n'a comme pas le choix. Mais dans tous les cas, idéalement, on va aviser les ados que la DPJ va être avisée, surtout si on veut garder un lien thérapeutique avec ces jeunes-là. Ça m'est arrivé souvent de devoir appeler la DPJ dans un contexte où j'étais en lien thérapeutique avec des ados. Ça a été dur. Quand j'ai réussi à leur expliquer ma responsabilité comme professionnel, pourquoi je l'ai fait et tout ça, souvent, ça adoucit les choses. Mais ça ne change pas que ça peut être quelque chose de quand même difficile. Ça m'amène vers ma conclusion. Je suis allée vite sur beaucoup de sujets, mais je voulais absolument qu'on se garde une belle période de questions. Donc, quelques messages clés pour vous laisser. Le cerveau des ados continue à se développer jusqu'à la mi-vingtaine. Je vous l'ai montré avec des images. On le sait, le cerveau d'un ado est plus susceptible aux dépendances que le cerveau d'un adulte. Le vapotage de nicotine et de cannabis a vraiment augmenté au cours des dernières années et ça marque clairement le tableau d'utilisation de substances chez les ados actuellement. L'utilisation d'opiacés, psychostimulants et sédatifs, c'est à surveiller. C'est pas que les taux absolus dans la société ont énormément augmenté chez les ados, mais il y a des substances plus fortes puis il y a des surdoses plus fréquentes chez les ados dans les dernières années. L'approche motivationnelle basée sur les forces de l'ado, c'est vraiment la pierre angulaire de la dépendance jeunesse. Donc, pensez aux forces, pensez à avoir un dialogue, puis pensez au tableau là, général de ce qui se passe dans la vie des ados, ultra important. Implication des parents, de l'entourage, ça peut vraiment jouer un rôle important dans la prévention, oui, mais aussi par rapport au suivi, par rapport aux interventions qui peuvent être mises en place. Puis, oui, c'est utile de bien connaître les services scolaires, communautaires, santé mentale en dépendance dans notre région. Puis ça, des fois, ça demande juste un petit peu de se mettre à jour un peu puis d'essayer de voir le CRD ou le Centre de réadaptation en dépendance de notre région, où est-ce qu'il est situé, quels sont les services, qu'est-ce qu'il y a dans les différentes écoles autour de nous. On peut questionner les familles aussi, puis essayer de s'assurer que vraiment toutes les portes, on a cogné à toutes les portes quand on a des situations complexes. Puis on aurait pu en parler aussi dans le contexte d'une autre discussion, mais le chevauchement entre les problématiques de santé mentale et de dépendance, c'est la norme et non l'exception. Donc, certainement penser à tous les services de première ligne via les guichets d'accès en santé mentale pour vraiment bonifier un petit peu les services puis les éléments qui peuvent supporter les jeunes et les familles par rapport à des problématiques de dépendance. Alors, on revient à Alissa. Vous vous souviendrez peut-être si vous étiez là au tout début de la présentation. Alissa, c'était notre jeune de 16 ans qui vapotait, commençait à utiliser du cannabis, du Xanax. Puis là, elle vous explique que ça faisait 1 an ou 2 qu'elle vapotait, qu'elle aimait l'aspect social du buzz de la nicotine, ça la stimulait, mais ça la relaxait en même temps. Pendant la pandémie, elle a commencé à vapoter seule plusieurs fois par jour. Bon, peut-être un petit signal d'alarme ici. Puis elle, d'emblée, est capable de dire « Ah oui, moi, je veux arrêter les Xanax et les wax pens. Ça commence à me coûter cher, je sais que c'est mauvais. » Donc là, on a directement une opportunité en or pour l'entretien motivationnel, répéter un petit peu ce qu'elle nous a dit, mettre l'accent là-dessus, comme dire oui, c'est une bonne idée, bon, qu'est-ce que tu en penses, comment tu peux y arriver? On aide à fixer les objectifs, donc la jeune dit d'emblée, je vais arrêter les Xanax, je vais essayer de ne pas consommer du cannabis la semaine, on l'encourage à faire un suivi avec son médecin. Bon, Alissa est fière de partager ses objectifs, mais là, il y a peut-être la partie avec la mère aussi qui reste à faire. Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on lui dit tout de la consommation? Si elle est dans un moment où elle va diminuer, puis là, on a des services autour d'elle, et qu'on va garder cette confidentialité-là. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vais arrêter ma présentation à ce point-ci. Je suis vraiment prêt à accueillir vos questions. Merci.